Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 16e session des lundis de Ruralytique, dédiée aujourd'hui à la question des emplois locaux générés par le développement des réseaux à très haut débit, notamment les réseaux d'initiative publique, hein, dont je vous rappelle le contexte, hein. Il s'agit du plus grand chantier d'infrastructure du siècle pour la France, puisque c'est un chantier doté de 22 milliards d'euros qui a pour vocation à couvrir en très haut débit d'ici 2022. Trois petits points, peut-être 2025 pour être à 100%. Notre intervenant d'aujourd'hui nous en dira un peu plus, mais à couvrir l'ensemble des zones non urbaines. Et donc, on est au cœur de Ruralytique, avec ces réseaux qui se déploient sur un modèle public-privé qui commence aujourd'hui à faire référence dans le monde, et qui marche, ma foi, plutôt pas mal, puisque si les objectifs sont tenus à la fin, eh bien la France sera probablement, je dirais même certainement, le pays d'Europe le mieux connecté. Donc c'est une belle promesse. C'est une belle promesse. C'est aussi pour les jeunes de la ruralité, eh bien, la promesse d'emplois qualifiés, d'emplois locaux, d'emplois numériques et de carrière derrière, puisque aujourd'hui on parle du déploiement, mais on commence déjà à parler de ce qui relève de la maintenance de ces réseaux et puis de leur exploitation et puis du développement des services qui vont suivre sur la base de ces réseaux. Nous entrons dans une nouvelle ère industrielle qui permet à tous les territoires ruraux d'imaginer un avenir industriel, des activités, la relocalisation d'un certain nombre d'activités et de l'emploi. Donc aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Hureau, qui est le directeur général d'Ariège Très Haut Débit, donc filiale d'Orange, hein, qui a donc vocation à couvrir la totalité du département de l'Ariège en très haut débit, à l'exception de Pamiers et de Foix, qui sont néanmoins également couverts par Orange. Voilà. Nicolas, je vais vous inviter à allumer votre micro et à donc démarrer la présentation qui est la vôtre ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous, Nicolas Hureau. Merci beaucoup, Sébastien. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Je voudrais déjà souligner le plaisir qu'est le mien aujourd'hui de répondre à l'invitation des lundis de Ruralytique sur les thèmes des réseaux, des jeunes et de l'emploi, ce que je vais me forcer de faire dans la présentation aussi après. Alors, je crois que certains ont pu dégoter des vaccins en dernière minute et auront donc besoin de se libérer ailleurs. Donc, je vais essayer de faire vraiment très rapidement et de réserver quand même un temps d'échange et de questions, parce que c'est aussi tout l'intérêt de ces lundis de Ruralytique que de pouvoir échanger avec vous. Donc, comme l'a dit Sébastien, je suis le directeur général d'Ariège Très Haut Débit, filiale d'Orange, en charge de l'exécution du contrat de service public, de la délégation de service public avec le département de l'Ariège. Et d'ailleurs, à ce titre, j'excuse Madame Tequi, la présidente du département, qui, pour des questions d'agenda, n'a pas pu se joindre à moi et faire cette présentation à deux voix comme on l'aurait souhaité. Donc, ma société, Ariège Très Haut Débit, est basée à Foix. Pour celles et ceux dont la géographie est un petit peu défaillante, Foix, c'est un magnifique département, l'Ariège, rural et montagnard, avec environ 150 000 habitants, situé au sud d'une ville qui produit des Airbus et joue très bien au rugby, et au nord d'une principauté franco-espagnole. Mais parlons maintenant du projet. Je vais pour cela vous présenter quelques transparents. Hop, est-ce que vous les voyez bien? Nicolas, je veux bien un petit retour. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Voilà, donc le projet Ariège consiste à déployer 100% du département jusqu'en 2025 en 4 phases, 2018-2020, 2019-2021, 21-23, 24-25, et faire en sorte que la totalité du département, donc y compris les zones amies, soit accessible au très haut débit d'ici 2025, donc en 4 phases. La carte que je vous montre là est tirée du site web d'Ariège Très Haut Débit. Vous avez l'habitude, je pense, d'aller sur ce type de carte qui donne en temps réel l'éligibilité logement par logement quand on zoome, et qui permet aux gens de voir à quel moment leur logement est rendu raccordable à la fibre optique. C'est un très très gros projet pour le département. Vous avez parlé de milliards d'euros
à l'échelle de la France, Sébastien, on est plutôt sur des millions, mais on est sur 140 millions d'euros. C'est un très, très gros budget pour le département, probablement le plus gros budget d'investissement du siècle. Alors évidemment, le siècle, il vient que de démarrer, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais incontestablement, c'est un énorme projet pour un département comme l'Ariège, comme pour dans d'autres départements de France. Alors, il faut savoir que dans l'Ariège, il y avait déjà une culture, entre guillemets, du réseau d'initiative publique, puisque les précédents présidents avaient vraiment une vision très visionnaire de l'aménagement numérique du territoire, les présidents Bonrepos et Henri Neyroux, et qui avaient déjà, dès 2008, lancé une DSP de première génération, qui était plutôt un réseau de type backbone, réseau qui aujourd'hui nous sert à réaliser de la collecte de nœuds de raccordement optique, voire du transport entre les nœuds de raccordement optique et les armoires de points de mutualisation. Et puis, Madame la Présidente actuelle, Madame Tecky, a poursuivi cette vision d'aménagement du territoire, mais s'implique aussi très largement dans l'insertion sociale, la jeunesse, j'y reviendrai. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui de ce projet? Je vous ai fait très simplement des copies des cartes fibres de l'ARCEP, dont je crédite la cartographie en dessous. Voilà, pour vous rendre compte que fin 2017, il y avait juste la partie Zonami qui était démarrée et qu'aujourd'hui, donc à fin 2020, début 2021, le projet avance bien. Nous avons aujourd'hui à peu près 38 000 prises qui sont raccordables. Donc, je vous l'ai dit, il faut le ramener à un département comme l'Ariège qui compte 92 000 prises, toutes compris, y compris la partie Zonami, et 8 500 foyers ariégeois qui sont déjà raccordés. Alors, si vous calculez un petit peu rapidement, 35 000, 8 500, ça fait 23% de taux de pénétration. C'est pas si mal, c'est même très bien, en fait, vu la crise sanitaire qu'on a traversée en 2020 et qui a ralenti à la fois les déploiements et les raccordements. Et puis, bien sûr, une certaine géographie, une certaine sociologie de l'habitat en Ariège. Il y a par exemple des stations de ski avec beaucoup de résidences secondaires qui ne sont pas forcément les premiers non plus à prendre la fibre optique, mais qu'on a desservi aussi pour leur permettre d'être éligibles au réseau très haut débit. Voilà, donc aujourd'hui, quand on se laisse un petit peu de temps, ce qu'on regarde aussi, c'est le taux de pénétration sur les prises qui ont plus d'un an. Et sur ces prises-là, on est à largement plus de 30%. Donc ça démontre qu'en fait, quand on laisse un petit peu de temps aux gens de prendre leur abonnement, au rendez-vous de se faire, et en fait, on a un très, très beau taux de pénétration. Et je ne parle même pas du démontage du cuivre, évidemment, qui fait l'objet de beaucoup de discussions en ce moment, mais qui arrivera un petit peu plus loin et qui sera aussi un vecteur d'accélération quelque part des abonnements aux fibres optiques. Alors, ce qu'il faut noter aussi dans notre démarche et la démarche du département, c'est ce qu'on appelle la complétude. C'est-à-dire que quand des zones sont démarrées en déploiement, on va jusqu'au bout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des communes qui sont éligibles à 100% à la fibre optique. Alors, 100%, c'est toujours un petit peu compliqué à obtenir. Il peut arriver de temps en temps qu'il y ait un accord syndic qui soit difficile à obtenir, qu'il y ait une traversée de route sur lequel on va se coordonner avec d'autres travaux. Mais globalement, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des zones qui soient à 100% éligibles à la fibre optique, que ce soit la partie centre-bourg ou le logement au bout de la vallée, parce que, évidemment, le département de l'Ariège est un département montagnard, avec des logements qui peuvent être isolés, montagnards ou ruraux. Alors, quelles sont nos difficultés? En fait, aujourd'hui, on a rencontré les mêmes difficultés un peu que tous les autres départements ont pu connaître dans le déploiement de la fibre optique. Je dirais que sur les années 2018-2019, on en a beaucoup parlé. Il y a eu quelques difficultés d'approvisionnement en câbles à fibre optique qu'on a connues aussi. Aujourd'hui, on connaît aussi quelques difficultés d'approvisionnement sur les poteaux. Bon, c'est quelque chose qui devrait être temporaire et qui, je pense, va se résoudre à l'été ou à la rentrée. Et puis, il y a un sujet quand même et qui va me permettre de faire la transition, c'est les ressources humaines, tout simplement, les bras, les cerveaux, les jambes, pour aller construire ces réseaux, notamment dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Et c'est sur ce point que, quelque part, la jeunesse nous a beaucoup aidés. Alors, quand on se pose la question de quels sont les impacts d'un projet comme celui-là sur la jeunesse d'un département, en fait, le premier qui me vient à l'idée, c'est qu'il ne faut jamais oublier que quand on amène la fibre optique dans un foyer, rien que cela, en fait, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, j'allais dire une bouffée de débit quelque part pour toute la famille. Et dans la famille, évidemment, il y a des jeunes. Alors, il y a des gens qui sont moins jeunes aussi, mais il peut y avoir des adolescents. Et pour eux, c'est très important. Non seulement, on l'a bien vu pendant la crise Covid pour faire du téléenseignement. Il se trouve que moi, personnellement, je ne suis pas encore éligible à la fibre optique et je peux vous garantir qu'avec les 2 enfants à la maison, ce n'est pas toujours évident de faire et du télétravail et du téléenseignement. Voilà, donc vraiment, amener la fibre optique, ça permet ça et c'est déjà un très, très grand progrès pour la jeunesse dans tous nos départements, ruraux et pas ruraux d'ailleurs, que d'amener la fibre optique pour permettre de faire le téléenseignement. Évidemment, le télétravail pour les actifs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes,
La crise Covid a mis ça vraiment en exergue et je pense que c'est quelque chose qui va être durable. On ne reviendra probablement pas aux mêmes méthodes de travail que ce qu'on a pu connaître avant. Et il est évident que maintenant, le télétravail va se généraliser. Alors, ce que ça sera un jour, 2 jours par semaine, 100% pour certaines professions, évidemment, ça va être un petit peu à la carte. Chaque entreprise va définir ses propres règles. Tous les métiers ne sont pas forcément non plus complètement éligibles au télétravail. Et donc, on voit bien que la société aujourd'hui est en train de s'adapter à cette révolution qui nous est tombée dessus, un peu contraint forcé à cause du Covid, mais qui serait quand même, je pense, de toute façon arrivé quoi qu'il en soit. Alors en Ariège, pendant la crise du Covid, justement, on a constaté que plusieurs milliers de télétravailleurs étaient venus télétravailler en Ariège, alors suivant diverses modalités, hein, comme je le disais, parfois un jour par semaine, parfois plus, parfois la famille entière, parfois juste une personne, et ça c'est bien la fibre qui le permet. Et tous ces télétravailleurs, en fait, ce sont des familles avec donc des enfants, et la fibre, c'est vraiment la clé pour attirer ces familles dans nos univers ruraux, pour leur offrir en fait les mêmes facilités numériques que celles qu'elles trouvent à la ville, avec en plus la qualité de l'air, la qualité de l'environnement, bref, la qualité de la vie. Tout ça, c'est un premier pas, mais un très très grand pas quand on regarde bien, vers ce que j'appelle la fin de la fracture numérique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui va prendre encore un petit peu de temps. C'est vrai qu'on n'a pas de baguette magique, on ne peut pas raccorder tous les logements du jour au lendemain, mais on sent vraiment que le train, là, le TGV, il est lancé à grande vitesse et qu'aujourd'hui, personne ne s'arrêtera et qu'en 2025, tous les foyers auront un accès à la fibre optique. D'ailleurs, quand on regarde la partie accompagnement du département sur ce sujet, hein, sur le sujet du télétravail, je vous partage de nouveau un transparent. Hop, si je peux, hop, la bug, qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Est-ce que le slide est partagé? Est-ce que vous voyez mon slide? Oui, c'est parfait. Oui, absolument. Voilà, donc l'Ariège accompagne très fortement cet aspect télétravail. Je vous cite 2 sites web, un qui est assez rigolo dans son nom, hein, vousvenezquand.com avec des tirets. Voilà, donc je vous ai mis une copie d'écran et qui permet vraiment d'aller investir pour les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes, pour se développer, pour faire du télétravail, mais aussi tous les aspects accompagnement de la mobilité. Le département a aussi signé des conventions avec des entreprises, je pense notamment à la Brinks, entreprise de transport de fonds, et l'entreprise de développement logiciel Capgemini, et l'agence de développement AAA, l'agence de l'Ariège, donc met en place ces sites web et accompagne les entreprises et les télétravailleurs. Et en ça, vraiment, la fibre, c'est un outil extrêmement indispensable pour attirer ces familles. Alors, second impact sur la jeunesse, très direct, lui, eh bien, en fait, pour pallier un petit peu aux difficultés de ressources humaines que nous avions dans les entreprises, nous avons mis en place, alors comme beaucoup de départements, hein, évidemment, ce n'est pas la seule initiative, et Aurillac est extrêmement bien placé pour en parler, puisque historiquement, c'est un petit peu de là d'où était parti avec la Chambre de commerce et d'industrie. Et donc, nous avons mis en place, avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ariège et son centre de formation, l'Institut de formation consulaire Ariège-Pyrénées, qui se nomme maintenant Purple, un centre de formation. On a monté un plateau technique, une espèce de réplique d'un réseau FTTH grandeur nature. Vous avez sur l'image de gauche une armoire FTTH, une chambre qui est ouverte. Dans le petit bâtiment au fond et sur la photo du milieu, c'est le nœud de répartition optique. Et puis sur la droite, vous avez une salle informatique qui permet de former les personnes qui sont plutôt dans la partie bureau d'études, avec tous les logiciels, le système d'information géographique, de gestion de bases de données qui sont nécessaires au déploiement et à l'exploitation des réseaux. Donc ça, vraiment, on a identifié dès le début qu'on avait besoin de renforcer les équipes de nos entreprises sous-traitantes dans le domaine de la construction. Et donc, vous savez bien aussi que ce qui se passe, c'est que ce projet de déploiement FTTH, on l'a dans tous les départements de France. Et quelque part, les ressources humaines, elles sont un petit peu aspirées. Et c'est là où le fait d'être proche de l'agglomération toulousaine, parfois, c'est un avantage. Ça peut être aussi un inconvénient, puisque en ce moment, il y a beaucoup de ressources humaines qui sont aspirées pour faire le déploiement FTTH dans le département voisin de la Haute-Garonne, mais dans tous les départements voisins aussi. Et donc, le but pour nous aussi, c'était de pérenniser les emplois. Et à travers cette formation, qui a formé à peu près 90% de gens qui sont vraiment issus de l'Ariège. C'est des gens qui ont donné une adresse d'inscription en Ariège et donc qui aujourd'hui, après avoir été formés en Ariège, déploient le réseau quelque part pour leurs propres besoins, voilà, pour leur propre famille, leurs amis, les entreprises avec lesquelles ils travaillent. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne chose et on est très, très fiers de ça. Voilà. Ces formations, elles répondent aussi tout simplement aux clauses des marchés publics, hein, parce que vous savez que maintenant, dans les marchés publics,
nous avons ce qu'on appelle des clauses d'insertion sociale qui, quelque part, nous donnent des objectifs à nous, entreprises, de réaliser de la formation et de l'insertion. Alors, je vous donne ici quelques chiffres. Aujourd'hui, très concrètement, on a dépassé nos objectifs, mais ce n'est pas grave, on va continuer, autant que faire se peut, à faire de la formation et de l'insertion. On a mis en place donc 10 sessions, il y a 120 personnes en tout qui ont été formées, alors toutes n'étaient pas éligibles à la clause d'insertion sociale. Et sur ces 120 personnes, on peut considérer qu'à peu près un gros tiers étaient des jeunes de moins de 26 ans. Après, vous savez, l'insertion sociale, ça concerne aussi les gens qui sont demandeurs d'emploi de longue durée, les gens qui sont, pardon, le nom m'échappe, le suivi social des départements. Voilà, donc ça, c'est très important pour nous et ça fait à peu près un peu moins de 13 000 heures de formation, alors sur différents métiers, des dessinateurs projeteurs, comme je disais, les gens qui travaillent plutôt dans la partie d'études, des techniciens fibres, des techniciens pour la partie raccordement, bref, tous les métiers qui sont nécessaires au déploiement et ensuite à l'exploitation de réseaux fibre optique. Ça, c'est vraiment des belles histoires parce qu'on a eu des jeunes qui étaient parfois en difficulté, à la fois dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle, qui sont souvent liés un petit peu entre les deux, et qui, ces formations leur ont redonné quelque part un peu un chemin. Et on a des très belles histoires avec des gens qui ont trouvé des contrats à durée indéterminée dans des entreprises ariégeoises basées à Pamiers ou à Castelnau-d'Urban pour notre partenaire Axians. Et donc, c'est vraiment très, très satisfaisant pour nous que d'avoir fait ça. Donc ça, c'est sur la partie formation. Sur la partie insertion, voilà, c'est le RSA dont le nom m'échappait. Alors, on constate que c'est majoritairement des hommes qui suivent ces formations. On n'exclut absolument pas les femmes, mais simplement on a plus de difficultés pour les sourcer. Comme je le disais, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui viennent du département. Pareil, on n'exclut pas les gens qui viennent des départements limitrophes, bien sûr, mais on est quand même une fierté d'avoir formé des gens qui sont issus du département et qui après travaillent dans les entreprises du département. Ça, on en est très, très heureux. Voilà. Et puis vous avez sur la droite la typologie de public, essentiellement des demandeurs d'emploi de longue durée, la principale. Et puis après, on retrouve les gens autour de l'IAE, du RSA, des travailleurs handicapés aussi dans une moindre mesure. Voilà. Aujourd'hui, concernant la formation, je ferai preuve d'un petit peu de prudence quelque part, puisqu'en fait, vous le savez, les déploiements vont durer en gros jusqu'à 2025. Éventuellement, quelques départements souffriront peut-être quelques retards, mais il est un petit peu trop tôt pour le dire. On est aujourd'hui quasiment mi-2021. Former quelqu'un, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années, suivant le niveau d'études qui est requis et qui est recherché. L'idée, c'est de ne pas être à contre-emploi, c'est-à-dire d'avoir des jeunes qu'on arriverait à mettre sur le marché du travail à un moment où, quelque part, les entreprises de construction du réseau seraient plutôt au moment de la bosse, voire de la décroissance. Alors, il ne faut pas le prendre avec inquiétude, bien au contraire, parce qu'en fait, quand on regarde bien, au-delà des métiers de la construction, il y aura bien sûr les métiers de la maintenance, avec des compétences qui sont relativement proches, tous les métiers d'extension du réseau. Quand on construit un réseau, il peut très bien y avoir, par exemple, un lotissement qui se construit dans une commune, et on va avoir besoin de faire une étude et une extension du réseau pour aller mettre la fibre pour tous ces logements-là, et ça va nécessiter des compétences. Mais il me semble aussi qu'il est vraiment important de travailler sur tous les services qui vont être apportés par la fibre optique. Je pense par exemple à la domotique, tout ce qui tourne autour des alarmes, du logement connecté, tout ce qui tourne autour de la surveillance, de la télésanté. Et puis, on parle beaucoup aujourd'hui aussi de mettre, par exemple, les panneaux solaires et les batteries en réseau avec les batteries de voiture pour faire du smart grid quelque part. Et ça, c'est pareil, ça va nécessiter non seulement une infrastructure fibre optique avec les bornes de recharge et le réseau de commande, mais aussi des compétences pour installer et maintenir tout ça. Alors maintenant, quand on regarde bien, je me suis interrogé sur qu'est-ce que c'était vraiment la définition de jeune. Parce qu'en fait, quand on y pense, on a plusieurs fois l'occasion dans la vie d'être jeune. D'ailleurs, moi, je me sens excessivement jeune malgré la cinquantaine qui arrive. On peut être jeune étudiant, on peut être jeune actif, par exemple au moment de son premier emploi, de son insertion professionnelle. On peut être jeune entrepreneur, voilà, à tout âge, on peut monter une entreprise et être jeune entrepreneur. On peut être jeune parent aussi, ça arrive évidemment, ou encore jeune retraité aussi. Et en fait, quand on regarde bien, il faut s'adresser à tout le monde avec des besoins et des enjeux qui ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, en tant que jeune parent, on va avoir une attention particulière en ce moment sur la protection des données personnelles et sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est extrêmement important
que d'accompagner tout le monde, et notamment les jeunes, sur la bonne utilisation des réseaux sociaux, parce qu'on sait très bien qu'on y trouve de tout, des choses extrêmement bien, des choses concernant l'éducation, la culture, la sociabilisation aussi de nos enfants. Et puis, on peut y trouver du pire. Et voilà, je ne ferai aucune référence, mais je pense que tout le monde a bien en tête le pire qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc, c'est extrêmement important d'accompagner aussi la révolution numérique avec les bons usages. Le jeune entrepreneur, lui, je me dis qu'aujourd'hui, un de ses soucis, ça va être la cybersécurité. On commence à en parler. Moi, j'ai été très touché par ce qui s'est passé dans certains hôpitaux en France. Alors évidemment, pendant la crise Covid, ça revêt vraiment une importance particulière. Mais il faut savoir aujourd'hui qu'il y a aussi des communautés de communes, peut-être des départements et des régions, mais il n'y a pas beaucoup de publicité qui est faite là-dessus, qui sont victimes de pirates du web, voilà, de rançons, d'effacement de fichiers, d'attaques sur les serveurs informatiques, de virus, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'intégrer, je pense. Il y a des entreprises qui se situent sur ce domaine-là, de la cyberdéfense. Mais vraiment, quelque part, la fibre optique, c'est aussi la porte ouverte à de plus en plus d'attaques informatiques. Et c'est important que, par exemple, les jeunes entrepreneurs, quand ils montent une entreprise, dès le départ, ils se soucient de la défense de leur entreprise parce que ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Évidemment, un hôpital, voilà, je vous laisse imaginer qu'est-ce qui se passe quand un hôpital est piraté sur leur serveur, mais une entreprise qui est piratée, c'est sa santé financière qui est en danger et c'est très important. Et puis les jeunes retraités, eux, c'est un peu différent, évidemment. Ils vont avoir besoin d'accompagnement pour l'utilisation des services numériques. Évidemment, je vous rappelle que c'est la saison des déclarations d'impôts en ce moment, pour ceux qui auraient oublié, et que les déclarations d'impôts, très rapidement, elles se feront à 100% sur le numérique, et que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas encore en mesure, sans accompagnement, de faire sa déclaration là-dessus. Voilà, donc nous, on va mettre en place aussi, avec le département, il faut qu'on y réfléchisse, de comment on accompagne toutes les populations, jeunes entrepreneurs, jeunes parents, sur les usages du numérique. Alors pour conclure, je dis souvent qu'en fait, les principes physiques qui régissent la fibre optique, on en parlait en introduction avant le démarrage avec Nicolas, la fibre optique, elle a beaucoup moins d'atténuation que sur le cuivre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est un outil d'égalité d'accès au numérique. En fait, qu'on habite à 150 mètres du nœud de répartition optique ou à 20 km, on a le même débit. Et ça, c'est un vrai outil d'aménagement numérique du territoire et d'égalité numérique pour tous. Et donc ça, il faut s'en saisir et permettre aux jeunes, avec les raisons développées ce soir, de s'en saisir et d'aller plus loin dessus. Sur les réseaux d'initiative publique qui sont gérés par Orange, environ 30% de la part de marché en France, donc en dehors des zones très denses et des zones amies, je vais vous donner un petit chiffre là. Aujourd'hui, chaque jour ouvré, il y a environ 1200 raccordements qui sont réalisés. On sait qu'il peut y avoir aussi quelques problèmes sur les raccordements, mais n'oublions jamais ce chiffre. Tous les jours, 1200 foyers dans les zones rurales, dans les zones de montagne, sont raccordés à la fibre optique. Et moi qui ne le suis pas, je n'ose imaginer dans ces foyers combien les jeunes adolescents, les jeunes parents voient leur vie numérique vraiment complètement chamboulée par l'arrivée de la fibre optique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous propose maintenant de passer à une séance de questions-réponses en espérant avoir été intéressant et avoir suscité chez vous quelques questions. Merci beaucoup Nicolas Hureau pour cet exposé d'une grande qualité. Merci infiniment pour les perspectives ouvertes. Donc on l'a pu le voir effectivement, 130 personnes formées, dont la moitié finalement relève de ces dispositifs. Mais j'ai une question peut-être pour ouvrir le bal. Aujourd'hui, comment la CCI travaille-t-elle pour sensibiliser localement des jeunes en recherche d'emploi sur ces métiers-là? Est-ce qu'il y a un travail avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec les centres locaux d'information des jeunes? Oui, alors c'est un très très bon sujet et en fait, c'est pas facile. Alors, effectivement, Sébastien, vous l'avez résumé, on travaille effectivement. Alors, déjà, premièrement, le premier lien qu'on a, c'est avec les entreprises. Il ne s'agit pas de former des gens si derrière les entreprises n'ont pas de besoin. Hmm. Donc, on s'assure que les entreprises ont des besoins et les entreprises, elles sont associées au recrutement avant la formation. Ce qui fait que quelqu'un qui rentre en formation, aujourd'hui, en fait, il a quasiment déjà un contrat de travail dans son entreprise. Et ça, c'est très important parce que on ne veut pas non plus donner quelque part de faux espoirs et avoir des gens qui soient formés et qui après aient des difficultés d'insertion. Donc, premièrement, les entreprises avec lesquelles on travaille main dans la main et
chambre de commerce et d'industrie. Hein. Voilà, tout est résumé quelque part dans le. Deuxièmement, effectivement, on travaille beaucoup avec Pôle emploi, avec les missions locales et les agences d'intérim aussi. Les agences d'intérim, il faut savoir que c'est une bonne porte d'entrée euh, avec des contrats plus ou moins courts pour les jeunes dans la vie active. Voilà, on se forge une expérience quelque part à travers de l'intérim. On peut voir 2 ou 3 entreprises différentes, comprendre les cultures, parce qu'il y a des cultures d'entreprise qui sont différentes. Et ça donne après un bon passeport pour une insertion professionnelle réussie. Et puis après, pour rien vous cacher, quand on fait de la formation comme ça, effectivement, en fait, c'est un parcours de saut de haie, de saut d'obstacles. Il faut trouver des candidats, il faut trouver des entreprises, il faut trouver des formateurs, il faut trouver un plateau technique. Et c'est vraiment que quand tout est rempli, qu'on arrive à faire de la formation. Et malheureusement, encore il n'y a pas longtemps, ben voilà, on a eu une difficulté parce que le ou les formateurs qui devaient nous accompagner pour des raisons X ou Y n'ont pas pu le faire. Et donc, il faut s'adapter et être agile en permanence. Et c'est une vraie difficulté, un vrai challenge. Et je crois que les CCI sont vraiment, elles ont l'habitude de ça quelque part. Elles sont agiles, elles sont réactives, elles ont un bon réseau, elles travaillent bien entre elles. Et vraiment, on peut compter sur elles. Et je les remercie au passage parce que voilà, les 10 sessions de formation, les 120 personnes, c'est vraiment grâce à la CCI qu'on arrive à faire ça. Merci, merci pour ces premiers éléments de réponse. La parole est libre autour de la table. Je vous invite à poser vos questions, partager vos témoignages. Allez-y. Sinon, je proposerais d'aller faire un tour dans l'Aveyron, puis dans l'Est, puis en Seine-et-Marne. L'Aveyron pour commencer. Clémence, c'est à vous. J'en étais sûre. Bon, vous avez le même prénom que ma fille, alors pardon. Bon, bonsoir à tous. Bon, franchement, j'ai trouvé la présentation de très grande qualité. C'est simple, clair, limpide. Pour le territoire, pour nous, effectivement, mais aussi en pleine installation de la fibre avec bon, les problèmes occasionnés lors de l'installation, à savoir que pour la mettre en place, on a beaucoup de coupures et on a beaucoup de gens très insatisfaits. Mais bon, ça, voilà, ça se met en place petit à petit. On essaye de voir un petit peu la place de la jeunesse par rapport à ces nouveaux métiers et donc toutes les conséquences qu'elle peut avoir pour elle, notamment en termes d'attractivité. Hein. Pour le Nord Aveyron, la démographie, c'est un grand sujet. C'est l'enjeu du territoire. Donc effectivement, je rejoins le monsieur quand il dit qu'avoir le grand débit, pour nous, c'est hyper important, pouvoir capter de nouvelles populations. On a un lien très étroit en Nord-Aveyron avec Paris. On a beaucoup de personnes qui viennent et c'est vrai que là, on a eu quelques difficultés pendant les confinements en termes de connexion. Donc pour nous, c'est un gros enjeu. Et je remercie le monsieur pour nous avoir donné d'autres indications, notamment sur tout ce qui est formation des nouveaux métiers. Je m'en saisis. Merci. J'ai pas de Savez-vous si, questions. savez-vous si la CCI de l'Aveyron a entamé une réflexion en ce sens? Alors, on a pris rendez-vous, ça fait 3 fois qu'on prend rendez-vous et qu'on reporte parce que malheureusement, les calendriers des élus, les calendriers avec les élections, les calendriers, les plannings, c'est une catastrophe. Je sais pas pour vous, mais nous, c'est l'horreur. Mais effectivement, on est en marche avec le CCI, la Chambre du commerce, avec les consulaires pour pouvoir bien échanger autour des articulations entre qui fait quoi, comment et jusqu'où. Parce qu'il y a une particularité effectivement dans l'Aveyron, c'est que c'est un programme tridépartemental qui s'appelle Alliance Très Haut Débit. Vous êtes en partenariat avec le Lot et la Lozère, hein, je crois de mémoire. Ça C'est un fait dispositif porté par quel opérateur, ça, Nicolas? Et c'est un dispositif porté par Orange. C'est Voilà, bien ce qui me semblait, oui. effectivement, je connais bien les collègues qui travaillent sur l'Aveyron, Aveyron-Lot-Lozère, ALL. Et alors en Aveyron, il y a une initiative qui a défrayé un petit peu la chronique il y a à peu près un an de cela sur la commune d'Arvieux, oui. voilà, qui a fait quelque chose. Alors c'est très intéressant, mais il ne faudrait pas croire que la fibre n'est pas aussi une baguette magique. Voilà. Quelque part, je ne veux pas faire naître complètement de faux espoirs. C'est pas parce qu'on amène la fibre comme ça dans un village que d'un seul coup va se créer 20 emplois. Voilà, c'est évidemment quelque chose de plus complexe que ça, de plus long. Et quand on regarde l'exemple d'Arvieux, je pense que c'est quelque chose qui a duré presque une quinzaine d'années, avec au départ un ingénieur qui est venu là. Alors après, il y a une conjonction, il y a des élus, il y a Mm. des disponibilités de mètres carrés, il y a évidemment la fibre qui arrive, etc.
Et tout ça se réunit dans un espèce de melting pot, là, chauffe, et puis il en ressort quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors Ça fait Arvieux, oui, qui était ce Grand Prix Smart Village 2018 à Ruralytic, Ah, effectivement, avec Vincent Benoît et le maire de l'époque. Donc oui, c'est une initiative qui fait rayonner le Nord-Aveyron, mais en l'occurrence, voilà, sur cette question typiquement de la formation au métier du très haut débit, il y a ce double enjeu à la fois d'identifier les besoins des entreprises qui travaillent pour le compte des opérateurs, donc travailler cette question avec eux, et puis derrière mettre ces métiers en attractivité. Parce que là, je rebondis vers Nicolas. Aujourd'hui, pour les jeunes, c'est des métiers qui perçoivent comme étant presque des métiers des travaux publics. On est dehors, on est sous la pluie, on monte au poteau, on fait des tranchées. Est-ce que c'est la perception aujourd'hui de ces métiers chez les jeunes? Alors, oui et non, j'allais dire. Oui, vous avez raison, hein, la description du métier, elle est bonne, mais c'est qu'une partie des métiers, hein, parce qu'on a aussi des gens qui sont techniciens bureau d'études, voilà, Mhm. et donc qui travaillent sur des logiciels qui sont loin d'être simples, hein, quand même. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs mois de formation. Aussi parce que quelque part, c'est quelque chose que je répète souvent, finalement, la vraie difficulté du déploiement de la fibre optique, elle n'est pas tellement pour aller poser la fibre sur les poteaux ou dans les égouts, les caniveaux et le génie civil. Ça, c'est essentiellement une histoire de moyens. Par contre, la vraie difficulté, c'est d'avoir le système d'information qui corresponde exactement à ce qu'on a déployé. Et ça, c'est une autre affaire qui nécessite justement une très bonne coordination entre les techniciens du bureau d'études et les techniciens du terrain, qui peuvent parfois être amenés, par exemple, à faire des modifications de dernière minute. Ce n'est pas très grave. Dans certains cas, les règles d'ingénierie le permettent. Mais par contre, il faut qu'ils se coordonnent bien avec les techniciens du bureau d'études pour aller mettre le système d'information à jour. Il n'y aurait rien de pire, en fait, que d'avoir un réseau fibre optique qui soit déployé dans la rue et un système d'information qui ne soit pas à jour, tout simplement parce que si la fibre, on ne sait pas où elle arrive, eh ben, quelque part, on ne peut pas la vendre aux clients, alors nous aux opérateurs, mais les opérateurs aux usagers. Et ça, c'est une vraie difficulté que finalement, peut-être peu de gens comprennent vraiment. Voilà, c'est parfois difficile aussi d'expliquer à nos clients, aussi collectivités locales, que ben, il y a énormément de travail qui est fait dans le système d'information. Ça reste une espèce de truc un peu nébuleux, ça, du cloud, voilà. Mais c'est vraiment extrêmement important. Et donc, c'est des métiers qui ne sont pas que des métiers, effectivement, du génie civil et des travaux publics. Après, effectivement, vous avez raison, il y a aussi ce type de métier-là. Mais je dirais certains, enfin, on voit certains, jeunes, moins jeunes hein, d'ailleurs, pour qui rester devant un ordinateur au bureau toute la journée, c'est pas une vie, je dirais, quelque Mm. part, et qui sont au contraire très contents de travailler en équipe, voilà, de faire des déplacements sur des chantiers. Alors oui, c'est vrai que bah, parfois il pleut, parfois il fait un peu chaud, etc. Mais bon, c'est aussi des belles histoires, et derrière, il se crée une solidarité qui est intéressante. Et moi, j'ai toujours plaisir aussi bah, de mettre les chaussures de sécurité et le gilet jaune et d'aller voir comment ça se passe sur le terrain pour bien comprendre aussi quelles sont les difficultés de ces gens-là, parce que sinon c'est un peu facile d'aller faire des plannings de déploiement sous Excel. Voilà, dans les cases, on met toujours les chiffres qu'on veut. Après, quand il faut passer à la vraie vie, il faut prendre en compte les réalités du terrain. Un gilet jaune chez Orange, bravo. Mais en l'occurrence, oui, 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 enfin, comme disent les Suédois, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Euh, Yves Robineau, en Meurthe-et-Moselle, donc vous travaillez également pour Orange, travaillez avec les collectivités locales. Est-ce que vous pouvez témoigner de choses qui ont été faites dans les territoires du Grand Est en matière justement de formation, notamment des jeunes, sur ces métiers des réseaux? Alors sur le Grand Est, oui. Alors là, la partie Yves, rurale est déployée par altitude. Hein. Typiquement, ce sont un opérateur qui est concurrent à Orange hein, sur la hmm, partie opérateur d'infrastructure. Sur les territoires, oui, il y a des fortes attentes. Hein. J'entendais Clémence sur les attentes par rapport au territoire et par rapport à l'appétence. Hein. Euh, les formations qui sont faites, elles sont faites aussi par la CCI en local pour former des jeunes. Alors, je rejoins Nicolas hein, quand il dit attention de ne pas être à contre-emploi par rapport à la bosse hein, de l'activité. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même que de l'activité, il y en a encore beaucoup devant nous et il y a encore beaucoup de travail, quoi. Donc,
Moi, je pense que les gens qui sont formés, on va leur mettre en gros le pied à l'étrier, hein, pour arriver sur une activité, et après ils rebondiront sur d'autres activités, hein. Je rejoins aussi la capillarité qu'indiquait Nicolas, hein, sur tous les métiers domotiques et autres. Euh, Là-dessus, je rejoins fortement. Oui, il y a du potentiel derrière et peut-être des métiers à continuer d'expliciter. Faisons un tour peut-être Seine-et-Marne, Val-de-Marne, qui dégaine pour nos amis de l'Île-de-France, dont je rappelle que 80% des communes sont rurales. Tout à fait. Moi, c'est un autre niveau, une petite intervention qui n'est pas directe avec le sujet, mais c'est vrai qu'actuellement, au niveau de ma communauté de communes, on travaille justement pour essayer de résoudre tout le problème des habitations isolées qui n'ont pas été prises en compte dans le premier déploiement. Et donc voilà, c'est un travail qui est colossal à faire et qui, avec des chiffres en bas à droite qui sont assez impressionnants pour le président de communauté de communes que je suis. Donc, j'y vais avec parcimonie, je dois dire. Voilà, parce qu'en fait, il y a aussi le débat de, il y a des lieux, si vous voulez, qui pour l'instant ne sont plus occupés. Ils peuvent être restructurés, c'est-à-dire que vous avez des fermes isolées où il y a actuellement, il n'y a plus d'habitation du tout, mais à la limite, au gré comment, d'une restructuration, on peut très bien se retrouver avec 3 ou 4 foyers ou voire ou des entreprises qui s'installent aussi. Je confirme aussi ce qui a été dit un petit peu tout à l'heure par rapport, et ça je le dis quasiment tous les lundis, mais bon, c'est pas les mêmes interlocuteurs, il y a l'animateur qui le supporte à chaque fois, mais c'est vrai qu'on a une énorme évolution de la demande par rapport à la situation de Covid, où en fait les Parisiens de Petite Couronne et de Paris ont découvert qu'en fait avec le télétravail, se positionner dans un secteur à 50-60 km de Paris, c'est quand même vachement mieux d'avoir 500 mètres carrés de terrain pour les gamins que d'être dans une tour au 32e étage. Et donc, en fait, là, on a une demande énorme actuellement, là, on a une pression immobilière hallucinante. À titre d'exemple, là, en début de semaine dernière, j'ai une de mes habitantes qui a mis sa maison en vente. La première journée, elle a eu 24 visites. Et la maison était vendue le soir, hein. Voilà, elle était au prix du marché, c'est parti. Et en fait, avant, effectivement, ben moi, je suis un vieux maire maintenant, donc j'ai mes souvenirs de quand j'ai commencé. La question des gens, c'était est-ce qu'il y a une cantine à l'école? Est-ce qu'il y a un centre aéré? Et maintenant, la question, c'est il y a la fibre? À la limite, ils s'en foutent de la cantine s'il y a la fibre, quoi. Donc, bon, voilà, c'est une autre façon de voir. Mais voilà, on a un gros travail à faire là-dessus. Après, c'est vrai que même pour nous, en tant qu'élus, on a un petit peu du mal à comprendre parce qu'en fait, d'un département à l'autre aussi, ça change un petit peu sur la gestion du déploiement. Vous avez des endroits où c'est le département qui a pris ça en charge, il y en a d'autres, ce sont des opérateurs. Qui est l'opérateur? Qui est l'interlocuteur? Voilà, on voit apparaître des noms, des cycles qu'on connaît pas. Nous, par exemple, une remontée d'expérience aussi qu'on a du terrain ici, c'est par rapport aux opérateurs qui nous font le déploiement, il y a beaucoup de sous-traitance. Il y a beaucoup de sous-traitance qui est une catastrophe et en comportement et en façon de faire. C'est-à-dire, voilà, on est face à des équipes qui, quand il y a des armoires de distribution, ils n'ont pas la clé, ils prennent un pied de biche et puis ils ouvrent l'armoire et puis ça reste ouvert. Et les gens nous disent, c'est marrant, là, le truc qui est tout neuf en face, bah, c'est normal qu'il soit déjà facturé, avec quoi prendre là-dedans? Ben non, c'est les équipes qui n'avaient pas la bonne clé. Donc voilà, et on fait remonter ça à chaque fois aussi, c'est un retour d'expérience qui est pas terrible. Voilà, voilà la Seine-et-Marne et la fibre. Voilà. Merci Yannick. Plus directement, euh, aujourd'hui, sur les jeunes de votre territoire, Yannick, est-ce que vous pensez que les missions locales ou même les conseillers d'orientation des collèges, voire des lycées, est-ce que vous pensez qu'ils ont dans leur périmètre mental ces métiers justement du très haut débit? Alors, très honnêtement, moi, justement, c'est quelque chose que je considère dans mes fonctions d'élu, justement, l'exemple que je donne toujours, encore une fois, je suis désolé, tu l'as déjà entendu, mais c'est effectivement, si on a un CFA qui forme des ébénistes alors qu'on a besoin de chaudronniers, on vise la mauvaise couche. Et c'est un petit peu justement aussi, moi par exemple, là, je suis en train au niveau de ma zone industrielle on a une ZAC qu'on est en train d'aménager avec des industriels qui vont s'implanter. J'essaye de faire remonter si quel type d'entreprise arrive.
parce que de quoi on va avoir besoin? Parce que c'est vrai que si on implante de la logistique, on n'a pas besoin des mêmes formations que si c'est un grand centre informatique ou si c'est de l'automobile ou si c'est voilà, en fonction des leaders qu'on peut avoir dans certaines interventions industrielles, on va essayer d'orienter. Mais c'est vrai que là, effectivement, ça fait partie des créneaux où on a besoin d'avoir une formation et on le sait. Alors après, et ça, par contre, je pense qu'il y a un énorme travail à faire de façon à ce que ces filiales et ces filières, je fais exprès le jeu de mots, soient aussi, donner une prospective qui soit faite aux enfants dès le lycée. C'est en amont. C'est-à-dire que nous, par exemple, on se fait des speed dating, c'est-à-dire on fait des rencontres entre entreprises, des lycéens, des collégiens. Et ça, souvent, c'est hyper intéressant aussi parce que ça leur permet de... Alors justement, on a aussi des opérateurs qui sont du territoire, qui viennent, entre autres Orange aussi, dire voilà, nous, on a actuellement, on a besoin dans tel secteur, on recrute. Voilà. Le problème, c'est qu'on a toujours un petit peu un décalage, c'est-à-dire qu'entre le gamin de seconde qui va choisir une formation post-bac et finalement, le moment où il va arriver, on va dire avec Bac plus 3 un minima dans le domaine de l'emploi, ce ne seront peut-être plus les mêmes demandes qu'il y aura à ce moment-là. Mais bon, ça permet quand même d'orienter, pour avoir un petit peu une idée de prospective. Et là, on est preneur. On est preneur. Moi, je sais que je suis en contact en permanence avec des industriels du coin. Pour savoir, par exemple, là, j'ai la raffinerie Total qui se restructure et en fait, ils vont arrêter le raffinage traditionnel pour partir en fait sur du produit bio, du carburant bio, du kérosène bio. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de nouveaux métiers qui n'existent pas encore sur le territoire. Et effectivement, bah, ça peut être intéressant pour des jeunes du territoire de se former sur ces techniques-là, parce que finalement, à la limite, si je crée des emplois sur le territoire, mais que c'est des gamins qui arrivent de Lille ou de Grenoble, j'ai pas complètement réussi ma démarche en tant qu'élu local. Enfin, bon, avec les moyens qu'on me donne, et je suis pas décisionnaire de tout, mais voilà, et je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire, à réfléchir sur la pertinence, entre autres, de certains IUT, qui sont d'excellents moyens de formation, qui sont des formations intermédiaires, qui ne sont pas forcément des facs longues, mais qui permettent en fait d'avoir des gens qui sortent en étant déjà des vrais professionnels prêts à être tout de suite employés sur le terrain. Alors, je précise, Yannick, qu'effectivement, dans le département de Seine-et-Marne, il y a l'UTEC à Montereau-Faux-Yonne, qui est un des premiers campus numériques dédiés fibre optique. Tout à fait. Donc, il y a déjà quelque chose en termes de formation et de débouchés. C'est loin, Montereau-Faux-Yonne, hein, de chez vous? Moi, je suis à 28 km. Oui, donc Oui, non, c'est voilà, c'est le secteur sud Seine-et-Marne, il n'y a pas de souci. ça marche. Alors, Nicolas, souhaitait... oui, Oui. pour vous répondre, monsieur, en fait, effectivement, les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est souvent des entreprises assez multidisciplinaires. Je pense par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent à la fois dans le domaine de la fibre optique et dans le domaine de l'électricité. C'est assez courant, voilà. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y aura des passerelles parce que quelqu'un qui a travaillé dans la fibre optique, il a acquis un certain nombre de pratiques, de méthodes, de compétences qui sont assez facilement après duplicables. Et je pense notamment, on travaille nous avec une entreprise qui se développe pas mal aujourd'hui dans le secteur du solaire, voilà, qui fait des installations de panneaux solaires, les postes de transformation, les raccordements au réseau Enedis. Ça, il commence à y en avoir de plus en plus. Et donc, comme ça, il y aura dans les prochaines années des passerelles entre ces différents métiers. Il y en a eu de la passerelle des métiers de l'électricité vers les métiers de la fibre. Probablement que dans les prochaines années, il y aura des métiers de la fibre vers les métiers du solaire, de l'éolien, de la mobilité, hein, tout ce qui est les bornes de recharge pour les véhicules. Et voilà, donc beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille, voilà, je vais en citer quelques-unes, SPI, Ineo, Axians, travaillent aussi dans le domaine de la Smart Cities, voilà, tout ce qui est les caméras de vidéosurveillance, la gestion du trafic routier, toutes ces choses-là. Et c'est des domaines où il y a beaucoup de passerelles. Et c'est des domaines qui vont s'auto-alimenter les uns les autres dans les prochaines années. Voilà, la fibre optique va permettre le déploiement de la Smart Cities, qui va créer des emplois, etc. Mais ça a des conséquences des fois perverses parce que récemment, là, j'ai fait, dans le cadre des meilleurs ruraux au niveau national, j'ai fait une visio avec votre directeur général national qui nous expliquait qu'en fait, il y a un problème aussi du côté d'Orange maintenant, c'est que tous les techniciens qui ont été, disons, formés au cuivre, il y en a plein qui partent en retraite. Et en fait, on n'a plus de jeunes qui s'intéressent à la technique cuivre où il y a encore énormément de maintenance à faire. Mais pour eux, c'est pas vu comme une filière d'avenir, forcément.
Alors aujourd'hui, il y a encore des intégrations Moi, je dis toujours le cuivre, c'est une excellente base d'apprentissage. Voilà. Donc C'est ce que évidemment, disent souvent les gens du voyage. ouais. Non, mais pour un technicien qui s'est reconverti ou qui arrive d'un autre domaine, c'est une excellente base d'apprentissage. Déjà parce que le réseau cuivre est encore existant, il faut continuer à le maintenir pendant de nombreuses années, mais ça, j'excède un petit peu mon domaine de responsabilité. En tout cas, c'est ce qui va se passer. Puis un jour ou l'autre, il faudra le démonter. Et quand on a bien compris l'architecture d'un réseau cuivre, c'est relativement facile après, au moyen de formation, de passer sur un réseau fibre optique. Et puis pour vous répondre, monsieur, aussi, vous parliez de logements un peu difficiles à faire, de logements isolés, etc. Ce n'est pas tout à fait dans le thème de ce soir, mais je vous engage à creuser la notion de raccordable à la demande, voilà, qui permet de déployer le réseau. Alors, dans un deuxième temps, en s'assurant bien que le logement il est occupé, parce que pour une collectivité locale, je trouve qu'il y a quelque part rien de pire que de mettre beaucoup d'argent pour un logement qui n'est pas occupé. Voilà, ça n'a pas vraiment de sens d'aller déployer des kilomètres de fibre optique si jamais il n'y a personne derrière. Par contre, s'il y a vraiment quelqu'un, c'est important de le faire. Alors, ça nécessite souvent des délais complémentaires. Nous, on se fixe un délai de 6 mois par rapport aux autres pour dire, ben voilà, vous êtes un logement raccordable à la demande. Le jour où vous faites la demande, ben, il y a quand même des travaux à faire. Très souvent, il y a de l'élagage, il y a du génie civil, il y a parfois 1, 2, 3, 4 kilomètres à faire. Ça prend toujours un petit peu plus de temps. Mais 6 mois, ça nous semble un délai qui est quand même tout à fait raisonnable. Alors, c'est toujours trop long, je l'admets. Quand on a besoin de la fibre, on aimerait l'avoir le lendemain. Voilà, on essaye parfois de faire mieux, mais on se fixe cet objectif qu'au bout de 6 mois, les gens qui font la demande de raccordable à la demande, ils aient la fibre optique. D'accord, merci. Merci pour cet éclairage. D'autres questions, témoignages ou remarques? Oui, bonsoir. Donc, Michel Chariot, et donc de Seine-et-Marne également, et je suis assez régulièrement vos présentations. Et j'interviens ce soir parce que je suis vice-président de Seine-et-Marne Numérique, qui est le syndicat qui donc développe la fibre sur les communes de Seine-et-Marne, toutes celles qui ne sont pas en zone AMI, évidemment. Et ça représente quand même, en gros, 350 millions d'euros de travaux pour aller à peu près partout. Et pour rejoindre l'observation de Yannick tout à l'heure sur les sites isolés, 1% des sites isolés de Seine-et-Marne sur lesquels nous sommes en train de travailler représentent 45 millions d'euros comparé aux 350 de tout à l'heure. Donc on voit bien l'effort impressionnant, je veux dire, que ça représente pour le département, pour les collectivités, les intercos, un effort financier important. Mais on a aussi, par rapport à ça, une vraie difficulté en Seine-et-Marne, c'est que la plupart du temps, ces sites isolés, ce sont des fermes, et que même si éventuellement il n'y a personne dans le port de ferme, enfin pas d'habitants, il y a quand même du matériel. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, les agriculteurs travaillent quasiment tous avec des moyens électroniques pour guider les tracteurs, pour guider le traitement, pour aligner tous les pans exactement comme il faut. Et donc, on a une quasi-obligation de desservir toutes ces zones. Et ça représente effectivement un effort tout à fait considérable. Et puis, en complément du thème de ce soir, je dois dire qu'effectivement, Seine-et-Marne Numérique, dans l'immédiat, n'a pas vraiment envisagé de formation complémentaire et tout ça, puisque, en fait, nous sommes en DSP, et par conséquent, tout ce qui va être l'exploitation du réseau n'est pas directement sous notre coupe, au moins dans l'immédiat. Néanmoins, nous avons suivi, bien évidemment, l'UTEC de Montereau. Alors, en Seine-et-Marne, on dit Montereau-Fault-Yonne. Pardon. Et également
d'un lycée sur Provins et de quelques centres de formation qui effectivement se préoccupent de ce problème. Mais Seine-et-Marne Numérique n'a pas d'action directe dans ce domaine, trop occupé, je dirais, pour bien évidemment un syndicat constitué en grande majorité syndicat. C'est donc Michel, on a un petit problème de débit. très, très peu. Pardon. Ça va être envisagé, mais ce sera envisagé dans un second temps, quand effectivement on aura déployé le réseau. Voilà. Merci Michel pour ce témoignage. Qui souhaite contribuer à nouveau? Si on allait faire un tour du côté de la Vienne, du côté de Poitiers, René Cerisier me voit venir. Je vais te remettre. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Oui, Sébastien, je vous voyais venir. C'est plutôt les témoignages, et c'est plutôt pour une fois, c'est pas en tant que forcément en tant qu'élu, quoique, mais en tant que citoyenne et utilisatrice. Moi, j'aurais 3 points à aborder. Le premier, à l'attention des représentants d'Orange, c'est la cohérence dans le déploiement. Moi, j'habite sur une commune à 10 km de Poitiers. Il y a tout. La fibre, elle se déploie, mais on ne sait tout de même pas comment. J'oublie de dire, c'est aussi à 10 km du Futuroscope. On ne sait pas comment et on n'a pas compris quelle est la cohérence, autrement dit, dans une même rue. Certains habitants peuvent bénéficier de la fibre, d'autres l'attendent en s'étant inscrits, en allant sur le site, voir où en est le déploiement. Donc, en termes de cohérence et de lisibilité, on n'a toujours pas compris. La deuxième chose, ce qui a toujours à voir avec le volet technique, c'est la qualité du travail. Et là, je parle en tant qu'élu, il nous revient quand même beaucoup de témoignages de qualité, on va dire, insuffisante de la part des sous-traitants. Et là, pour le coup, tout ça n'a pas à voir ni avec le rural, ni avec le volet urbain. C'est pour ça que je prenais la précaution de dire qu'on était à 10 km de Poitiers et au temps du Futuroscope et qu'on n'a toujours pas compris. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était celui des formations, quelque chose qui m'a quand même concerné assez longtemps. Le point qui est abordé, c'est tout à l'heure, ça a été à la fois à partir des formations existantes, peut-il y avoir des formations complémentaires? Là, il y a peut-être du boulot. Et c'est vous, Sébastien, qui posez la question aussi de l'environnement, j'allais dire mental, des conseillers d'orientation. Ça, c'est à voir. Ce qui est sûr, et ça, c'est le système, j'allais dire, d'éducation nationale qui est assez, je ne vais pas le qualifier de lourd, mais entre le moment où on a repéré les formations dont on a besoin, le moment où on en a débattu, le moment où on a voté le principe de la création des formations dans un établissement, il reste à l'implanter, il reste à le faire savoir. Et je pense que là, il y a toujours des difficultés, mais finalement, je fais que répéter ce qui a été dit. Le troisième, c'est là aussi concernant la fracture numérique. Si la résorption de la fracture numérique ne se faisait qu'à partir des contraintes ou plutôt des apports techniques, ça se saurait. Je pense que ce n'est pas parce qu'on aura déployé la fibre partout que la fracture numérique sera résorbée. Et je pense que là, il faut quand même être extrêmement vigilant. Vous l'avez dit, et ce n'est pas que générationnel, hein. C'est quand même aussi dans plein d'autres domaines, y compris avec des jeunes qui peuvent savoir manier l'outil, mais ça ne va pas suffire. Voilà, Sébastien, vous vouliez ma contribution, c'est fait. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup, René. Et vous avez ouvert plein de questions auxquelles Nicolas va essayer de s'employer à répondre. Oui. Alors, du coup, j'en ai noté 4. Sur la première, sur ce que je vais appeler un peu la cohérence des déploiements,
En fait, ce que vous mettez en avant, il y a deux échelles un peu différentes. Vous dites, premièrement, j'habite une commune à 10 km de la grande commune, de Poitiers, du Futuroscope. Pour cette réponse-là, normalement, vous avez chez Orange un interlocuteur qui s'appelle le directeur des relations avec les collectivités locales. Je ne sais pas si vous le connaissez pour votre département, mais il est normalement en mesure de vous donner des explications sur le planning, alors plutôt, on va dire, à la maille un peu commune, d'accord? Vous dire pourquoi telle commune est avant celle-là, etc., etc. Ensuite, vous parliez d'une maille plus fine qui est la maille à la rue quasiment, où vous disiez, voilà, il y a la partie droite de la rue qui a la fibre, la partie gauche qui ne l'a pas. Alors, il peut y avoir à cela différentes explications, et c'est vrai que c'est compliqué à expliquer. On le rencontre partout, hein. Je pense que c'est le cas de tous les gens qui déploient la fibre optique. Il peut y avoir premièrement le fait que dans une rue, on peut avoir une partie qui est sur une zone technique, ça s'appelle une zone arrière de point de mutualisation, et l'autre partie de la rue qui est sur une autre zone arrière de point de mutualisation qui souffre d'un planning différent, voilà, qui peut arriver un petit peu plus tard. Il peut arriver aussi, et ça c'est vraiment notre quotidien, à des contraintes de déploiement, c'est-à-dire on a du mal à faire un bout de GC à un endroit ou à utiliser des poteaux Enedis à un autre, ou on pensait faire de telle manière à un endroit, puis finalement c'est pas possible, on est obligé de faire une étude, qui font que effectivement il y a un décalage et tout le monde n'est pas forcément servi le même jour à la même heure. Voilà, c'est vrai que vu de la population, c'est compliqué à expliquer et à comprendre. Mais derrière ça, il ne se cache pas une logique de dire je vais punir la partie droite de la rue et avancer la partie gauche. Absolument pas, évidemment. Mais quand on met un peu les mains dans le cambouis et qu'on va voir ce qui se passe dans les bureaux d'études, chez les entreprises sous-traitantes, en fait, on s'aperçoit que c'est ça vraiment la réalité. Votre deuxième point concernait la partie contrôle et la partie qualité des réseaux déployés. Je pense qu'aujourd'hui, on en a tous et toutes conscience, hein, que ce soit chez Orange ou chez les autres opérateurs d'infrastructure. Tout est en train d'évoluer, y compris les contrats qu'on appelle les contrats SOC, hein, sous-traitance à l'opérateur commercial pour la partie raccordement du réseau. On est en train aussi de renforcer tous les contrôles qualité qu'il peut y avoir sur les déploiements. Voilà, il y a des équipes qui sont chargées de faire ces contrôles qualité, que ce soit sur la partie qualité, la partie sécurité, la partie respect de l'environnement aussi. Voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. On ne jette pas les déchets quand on a ouvert un matériel, on ne jette pas le carton par terre, ça ne se fait pas. Voilà, ce n'est pas respecter l'environnement et on le contrôle de plus en plus. Comme je disais, les contrats évoluent aussi. On va demander notamment des photos après les travaux, avant et après les travaux, pour vérifier qu'il n'y a pas eu de dégradation. C'est sûr que c'est un peu long à mettre en place. On a tous et toutes l'impression que ça devrait être fait depuis longtemps, etc. Mais encore une fois, quand on est dans la réalité des choses, des entreprises, ça nécessite des adaptations, des pratiques, des systèmes d'information, mais ça va vraiment dans le bon sens. Je pense que d'ici la fin de l'année, on commencera à voir vraiment les premiers effets de ces nouveaux contrôles et de ces nouvelles pratiques. Après, vous parliez des formations. Alors oui, je vous rejoins effectivement sur la partie éducation nationale. Voilà, moi, je n'en fais pas partie. Visiblement, vous étiez un petit peu dans le domaine, mais on sent qu'effectivement, c'est long. Voilà, vous avez dit, il faut décider, il faut voter, il faut trouver, etc. Là où nous, on a trouvé avec la Chambre de commerce et d'industrie une vraie réactivité. Voilà, c'est quelque chose où en quelques semaines, quasiment, pas beaucoup plus que 2-3 mois, on est capable de mettre quelque chose en place. Et ça, c'est vraiment intéressant comme réactivité. Vous dire aussi qu'en termes de compétences, en fait, on a visé très, très large. On n'a pas mis de barrière à l'entrée. Évidemment, la pratique du français à l'écrit et à l'oral, c'est quand même un prérequis, hein. Voilà, il faut pouvoir lire des documents, il faut pouvoir communiquer. Le permis de conduire, c'est aussi un prérequis parce qu'il faut se déplacer sur des chantiers. Mais je dirais qu'à part ça, on n'a quasiment rien exigé, à part de la motivation. Voilà, un jeune, ou moins jeune d'ailleurs, qui était motivé pour faire la formation, et on a eu des parcours très différents. On a eu des gens qui venaient des métiers du cirque, par exemple, qui avaient des difficultés, qui se sont reconvertis dans les métiers du déploiement de la fibre optique. Voilà. Et puis, dernière chose, vous parliez de la fracture numérique, mais là, je vous rejoins aussi. Effectivement, j'espère que vous n'avez pas compris que j'ai pu dire que la fibre optique, c'est la solution à tout. Non, évidemment, je vous ai parlé aussi de cybersécurité, de formation aux réseaux sociaux. C'est vraiment un tout, hein. C'est avec tout ça qu'on réduira la fracture optique et pas juste en apportant une PTO dans un salon. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Nous allons terminer cette 16e session. Alors, Nicolas, vous nous avez montré qu'il y avait 5% de filles dans les personnes formées sur vos métiers. Eh bien, la semaine prochaine, c'est Elisabeth Le Garec de Bicomtech qui viendra nous parler justement des stratégies déployées par son association pour rendre les métiers du numérique attractifs auprès des jeunes femmes. Donc, filles numériques
et ruralité, ouvrir le champ des possibles avec Elisa Vanoli, responsable des programmes Bicomtech, et Elisabeth Le Garec, donc chargée de projet Bicomtech. Donc je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Merci encore Nicolas Hureau. Bonjour à vos belles montagnes. Merci mille fois et à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Elisa Vanoli, responsable des programmes de Bicomtech. Bonjour, je suis Elisabeth Le Garec, chargée de projet chez Bicomtech. Le 17 mai prochain, nous interviendrons sur le thème suivant, filles, numérique et ruralité, ouvrir le champ des possibles. Bicomtech est une association nationale qui œuvre pour la mixité et l'égalité dans l'informatique et le numérique, secteur où les femmes sont sous-représentées. C'est pourquoi Bicomtech travaille main dans la main avec les acteurs des territoires pour ouvrir aux filles le champ des possibles et faire grandir une communauté nationale d'ambassadrices du numérique qui façonnent un monde de tous les possibles pour toutes et tous. Avec Jump in Tech, Bicomtech initie les filles à partir de 14 ans au métier du digital à travers des programmes intensifs. Les filles sont accompagnées dans la durée à travers le programme Ambassadrices qui leur permettent de gagner en confiance sur la suite de leur parcours scolaire et professionnel et d'impacter le plus grand nombre. Rendez-vous le 17 mai à 17h30. À bientôt!